Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session du Cement Lab, session dédiée ce matin à l'économie circulaire et la mixité des matériaux. Je suis Thomas Leduron, j'ai le plaisir de vous accueillir pour animer petit rappel sur le Cement Lab. Le Cement Lab, c'est une initiative de l'industrie du syndicat français d'industrie cimentière et de ses adhérents que vous voyez affichés à l'écran en ce moment, que nous remercions. Vous êtes nombreux d'entre eux à être parmi nous ce matin, merci. Un petit rappel sur ce qu'on fait dans le Cement Lab. Il s'agit pour nous de faire une identification de toutes les startups qui sont pertinentes pour les métiers du béton de manière générale, donc de l'amont vers l'aval de l'utilisation des bétons, et on en parlera aujourd'hui de l'aval notamment sur les sujets d'économie circulaire. Et notre rôle, c'est vraiment de confronter ces startups avec les différents acteurs de l'industrie et de la filière, de manière à générer un changement de culture, des prises de conscience, mais aussi des opportunités de collaboration. Et de nombreuses collaborations sont en cours. On ne peut pas toutes les annoncer puisque certaines sont encore confidentielles, mais on voit que systématiquement, ces séances de présentation de start-up génèrent des opportunités de collaboration qui sont d'autant plus intéressantes pour les start-up et les acteurs de la filière. J'enchaîne sur le programme de la... pardon, oui, juste pour... ça, c'est un résumé, un mapping pour montrer qu'on intervient vraiment sur toute la chaîne de valeur, depuis l'amont, le côté industriel, les aspects logistiques. On va vraiment zoomer aujourd'hui sur le volet économie circulaire. Bien évidemment, les usages du ciment et des bétons sur les chantiers, et aussi les applications, toutes les applications qu'on peut avoir. Souvenez-vous, dans les workshops d'avant, on a beaucoup parlé biodiversité et bas carbone, donc c'est essentiel pour nous de se concentrer sur le périmètre global. L'agenda de la journée, enfin de la matinée de ce matin. Donc nous aurons tout d'abord le plaisir d'accueillir Agir et Stéphane Le Guiriec qui va prendre la parole juste après moi, qui nous expliquera ce qu'est Agir et qui est vraiment une initiative pour promouvoir l'économie circulaire dans le monde de la construction. Ensuite, nous aurons le témoignage de Bouygues Construction, Christian Crémona, qui est directeur technique et R&D, qui nous expliquera la vision de Bouygues Construction sur l'économie circulaire. Puis nous aurons le plaisir d'accueillir 4 solutions innovantes, une autour du recyclage dans le milieu marin pour des alternatives aux matériaux cimentaires via les ICT, pardon, je le prononce mal, de Caen. Puis nous aurons en anglais, mais les slides seront traduites en français, une présentation de Mix Terrasting qui nous parlera de formulation béton optimisée. On passera ensuite la parole à RockEase qui nous expliquera comment il simplifie la commande et la gestion des granulats. Et enfin, Upcyclea qui nous indiquera comment il favorise l'élimination progressive des déchets et leur réutilisation via leur système. Comme d'habitude, les échanges seront enregistrés. Donc, vous avez normalement en haut de votre écran un signal pour vous indiquer que tout est enregistré. Et le replay sera disponible sur le site d'InfoCiment dans les jours qui viennent. Suite à on prévoit de finir vers 10 heures. Pour ceux qui auront des questions spécifiques, je vous invite à vous connecter sur les coffee rooms, qui sont des salles dédiées dans lesquelles on aura chacune des 4 solutions qui seront présentes et disponibles pour répondre à vos questions. Donc, je vous encourage vraiment à y aller, parce que c'est là que vous pouvez avoir des questions et intéressantes. Et j'encourage les 4 porteurs de solutions aussi à patienter dans ces salles le temps que les différents participants se promènent d'une salle à l'autre. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On est prêt à démarrer. On va passer la parole à Stéphane. Stéphane, est-ce que tu peux brancher ton micro ? Voilà qui est fait. Bonjour à tous, bonjour Thomas. Est-ce que tu peux nous expliquer, merci d'être avec nous, est-ce que tu peux nous présenter Agir, vos domaines d'expertise, et ce que tu appelles un hub d'accélération national? Oui, donc Agir effectivement, donc sur la slide suivante, est un hub d'accélération de l'économie circulaire dans la construction, référent national au sein du comité stratégique de filière industrie pour la construction, et il relève d'une initiative imaginée il y a un peu plus de 3 ans maintenant avec
3 partenaires qui ont souhaité se mobiliser sur ce sujet de l'économie circulaire, Impulse Partenaires, le pôle Fibre Énergie Vie et un centre technique industriel, le CERIB, Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton. L'idée était la suivante. Aujourd'hui, on constate qu'il y a énormément en fait, de groupes de réflexion extrêmement pertinents sur tout un tas de sujets, mais encore peu de mouvements concrets au regard des enjeux de l'environnement. Donc Agir se positionne comme un do tank en complémentarité avec l'ensemble des think tanks qui existent aujourd'hui. Et l'idée, c'est de porter des projets, un maximum de projets à l'échelle multiterritoriale. Ouais, je suis en... Donc, voilà pour le cadre d'intervention d'Agir. Et peux-tu définir l'économie circulaire? Oui, donc pour cela, on s'appuie sur la définition de l'ADEME, qu'on verra sur la slide suivante. L'ADEME, aujourd'hui, propose un certain nombre de repères, si je puis dire, conceptuels, qui sont particulièrement pertinents parce que relativement synthétiques, précis et recouvrant bien la réalité qu'on souhaite saisir dans l'économie circulaire. Donc, Agir s'appuie beaucoup sur les nombreux outils en fait aujourd'hui qui sont déployés par l'ADEME. Donc, la définition de l'ADEME pour l'économie circulaire, elle est définie comme un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, que ce soit des biens ou des services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement tout en développant le bien-être des individus. Donc on retrouve ici quelques fondamentaux, si je puis dire, des raisons qui ont motivé la création d'Agir et la nécessité de positionner des do tanks sur le terrain de l'économie circulaire. Un système économique, c'est un terme prépondérant de mon point de vue pour que le développement de l'économie circulaire soit un succès. Il faut qu'on puisse porter des opérations qui soient des opérations à iso-coût par rapport à des opérations traditionnelles. On travaille bien évidemment pour l'environnement. On voit régulièrement en fait l'importance et la fréquence des signaux environnementaux. Donc il y a une nécessité d'agir pour l'environnement. Et au centre du sujet sur lequel on travaille quotidiennement pour le déployer, il y a bien évidemment le bien-être des individus, des usagers, quels qu'ils soient, et y compris en situation professionnelle, donc l'ensemble des collaborateurs du monde de l'entreprise. Très bien, merci. Tu peux nous décrire les piliers de l'économie circulaire? Oui. Donc là encore, bien que l'illustration en fait qui est proposée ici soit une illustration travaillée par Agir, on s'appuie une nouvelle fois sur la présentation qui est faite par l'ADEME autour de 3 domaines: l'offre des acteurs, la demande et l'usage, et enfin le domaine de la gestion des déchets, qui est aujourd'hui dans le monde de l'économie circulaire celui qui est le plus connu et de loin, et c'est aussi celui sur lequel on travaille le plus. Donc dans ces domaines, il y a 7 piliers qui sont identifiés, que l'on peut finalement décrire sur le cycle de vie de l'ouvrage: approvisionnement durable, éco-conception, écologie industrielle, économie de la fonctionnalité. Donc on est ici sur l'offre des acteurs, demande et usage, donc consommation responsable et allongement de la durée d'usage, et enfin tout le volet qui concerne les déchets, recyclage, gestion de la fin de vie des produits. Sur l'ensemble des 7 piliers de l'économie circulaire, on retrouve une multitude d'items qui sont positionnés. J'en ai décrit un certain nombre ici, et ça montre la capacité de l'ensemble des intervenants aujourd'hui pour introduire de l'économie circulaire dans leurs projets, avec une ambition qui va être graduée et montée en puissance de manière relativement aisée,
au fil des projets. On comprend bien à la lecture en fait de cette présentation des 7 piliers dans une dynamique circulaire qu'avec quelques éléments, on peut revendiquer en fait une action dans le domaine de l'économie circulaire et poser, si je puis dire, la première pierre de ces ambitions dans une démarche systémique et transformative qui est aujourd'hui indispensable. Et si on zoome sur le secteur du BTP, bien évidemment, tu peux nous décrire un peu en quoi c'est une nécessité ou une opportunité? Oui. Donc là, l'approche, pour être un petit peu synthétique, a été positionnée en 4 temps. Donc il y a en premier lieu, dans le domaine des opportunités, le développement du marché. Donc il y a clairement en fait aujourd'hui une possibilité en fait de développer de nouveaux marchés d'échange au niveau des ressources. Je pense que ça va être abordé également un peu plus en détail par la suite. Le développement de nouveaux modèles économiques. Donc de mon point de vue, c'est un axe majeur dans toutes les actions qui doivent être portées. Le succès de l'économie circulaire passera par des modèles économiques qui sont à minima aussi rentables que ce qu'on peut déployer aujourd'hui. Et d'expérience sur les quelques projets qu'on a accompagnés, si on arrive à travailler très en amont avec la maîtrise d'ouvrage, on est en capacité en fait de porter des projets qui sont plus efficients, donc plus rentables sur le volet économique, que des projets traditionnels. Et pour les acteurs qui portent ces projets, je pense que c'est le volet suivant là, sur la différenciation commerciale. Oui. Parce qu'il y a une économie de marché et puis ensuite il y a les économies individuelles. C'est cela. Avec la nécessité en fait pour chacun de trouver sa zone de différenciation commerciale. Aujourd'hui, on entend encore en fait, malheureusement on l'entend encore trop souvent, un certain nombre d'acteurs qui indiquent si j'embarque de l'économie circulaire dans mes projets, ça va me coûter plus cher. Bon, donc là, on arrive effectivement avec un certain nombre d'exemples et le témoignage d'acteurs qu'on a accompagnés à démontrer que bon, c'est pas le cas. Mais il y a aussi le fait de dire ça va allonger la durée de réalisation de mes projets, donc c'est pénalisant. Ça va m'apporter tout un tas de contraintes. C'est pas le cas. Mais encore faut-il avoir une vraie réflexion stratégique et identifier sa zone de différenciation commerciale et rentrer en fait progressivement dans une stratégie qui est à la fois une stratégie territoriale, qui est indispensable à mon avis pour avoir le levier maximum de déploiement de l'économie circulaire. Le bon maillage, c'est le territoire, et ensuite les acteurs peuvent répliquer les modèles de territoire en territoire. Il faut répondre à un certain nombre des attentes des clients. Les enjeux sont aussi, voire surtout pour les clients. Donc avec le bon positionnement, on répond à ces enjeux-là. On a sur le volet différenciation commerciale un potentiel important d'innovation. Donc là-dessus, on est accompagné par un certain nombre d'acteurs. On travaille bien évidemment avec des startups. On travaille avec l'Institut Carnot de la construction, l'Institut MECD, et il y a un vivier d'innovation extrêmement important. Et ensuite, il faut volontairement afficher un positionnement en tant que leader précurseur sur le marché. L'opportunité pour le BTP est aussi positionnée sur d'autres domaines qui visent l'optimisation des process, la logistique. On y reviendra au fil de la matinée, je l'ai vu, mais c'est un axe majeur aujourd'hui. C'est la porte d'entrée majoritaire, on va dire, de l'économie circulaire aujourd'hui dans la construction notamment. On a vu le domaine des déchets, il est extrêmement prépondérant. Le législateur s'y est intéressé très tôt. La première loi déchets date de 1995. Mais il y a un vrai vivier en fait pour entrer et se saisir des enjeux avec opportunité. Donc notamment en capitalisant sur l'allongement de la durée de vie des produits, des matériaux, et d'optimiser bien évidemment l'ensemble des matières qu'on va utiliser dans les process
soit en réemploi, réutilisation, recyclage, soit en combinant effectivement des formulations optimisées qui permettent de mixer à la fois le volet aujourd'hui qui est sur le devant de la scène de la décarbonation avec celui de l'économie circulaire, parce que bien évidemment tout ça fait partie d'un seul et même sujet. In fine, on va avoir la réduction des coûts. Quand on a une approche holistique du sujet, quand on se saisit de ces opérations économie circulaire en ayant une vision globale, c'est-à-dire de tous ces projets, en les positionnant dans une temporalité qui est relativement longue et en ayant un vrai groupe de travail de réflexion stratégique, on est en capacité d'optimiser et de réduire fortement les coûts relatifs à une vision économie circulaire. Donc on le voit bien avec des effets volumes qui vont être recherchés sur différents points liés, on va dire, à l'approvisionnement durable et dans une certaine mesure à l'éco-conception des projets. Donc tout cela contribue aussi à être en avance de phase par rapport à la pression réglementaire qui est en train de s'accélérer, on le voit bien. Mais le facteur clé de succès, si je puis dire, c'est anticipation et vision systémique. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut zoomer un peu sur la mixité des matériaux et ton point de vue sur en quoi oui. Béton notamment Alors bon, moi je suis doublement convaincu en fait de la richesse d'une approche de mixité des matériaux et de mixité des solutions constructives. Le bon matériau au bon endroit, pour reprendre effectivement une terminologie qui a été utilisée, me semble-t-il, par la filière béton, mais qui est très pertinente, parce qu'évidemment, c'est bien comme ça qu'il faut travailler. On s'aperçoit qu'on a à la fois des éléments extrêmement positifs. Donc, sur la partie béton, on a des gisements importants en béton déconstruit. Ça, moi, je l'expérimente aujourd'hui quotidiennement dans le cadre d'un partenariat avec l'Union sociale pour l'habitat. On est en relation avec bon nombre de bailleurs sociaux et ils sont confrontés à la réalité de leur patrimoine actuel. Et quand ils déconstruisent, au pied des déconstructions, ils ont des granulats ils ont des tas de béton à transformer en granulats de béton recyclés. Donc ça, c'est une vraie force. On a la capacité en fait de faire des séparations de béton directement sur chantier. Donc ça, c'est aussi un atout considérable. Bien évidemment, il y a quand même quelques éléments qui sont des éléments à optimiser. Donc le taux de valorisation des granulats recyclés aujourd'hui, tel qu'il est défini en fait dans le corpus réglementaire ou normatif, reste encore limité. Mais on voit bien qu'en capitalisant sur des possibilités aujourd'hui qui sont celles par exemple du permis de faire, on peut aller plus loin techniquement, mais c'est encore des points à travailler, notamment parce que dans l'esprit d'un certain nombre d'acteurs, ce sont des limites, dans une certaine mesure, un petit peu psychologiques. Donc, il faut encourager l'ensemble des partenaires à aller plus loin. Il y a des opportunités importantes liées à l'augmentation du volume des déchets qui va s'accélérer compte tenu aujourd'hui de l'âge, on va dire, du parc d'un certain nombre de bâtiments construits dans les années 50-60 qui vont arriver en phase de déconstruction avec des gisements très importants pour lesquels il va néanmoins falloir aujourd'hui structurer les filières de recyclage. Ça reste encore une limite, on le voit bien sur le territoire national. Et dans le cadre du partenariat avec l'USH que j'évoquais, on travaille fortement à mettre en place des filières de recyclage parce que, bien évidemment, on l'a vu tout à l'heure, dans l'organisation du cycle de vie de l'ouvrage, le point de départ, c'est l'accès à la ressource pour pouvoir enclencher tout le reste du process. Très bien, d'ailleurs, on a une question sur comment mettre
plus d'économie circulaire, enfin plus de taux de recyclage dans la CCTP, donc il répondra tout à l'heure, je pense. Je propose qu'on accélère un peu. Là, je pense que ça illustre le point que tu viens d'évoquer, qui est... Voilà, effectivement, le fait qu'il y a tout à fait une capacité à réintroduire du granulat recyclé. Encore faut-il structurer les filières dans une logique territoriale, parce que l'économie circulaire, c'est de l'écologie industrielle et territoriale. On est donc dans une approche de circuit court, et bien évidemment, on ne peut pas envisager d'avoir une zone en France, une super zone, si je puis dire, où on traiterait du granulat recyclé qui serait acheminé dans les quatre coins de la France. Il faut que les filières se structurent sur chacun des territoires, et on s'y emploie actuellement avec des partenaires de l'USH. Donc le béton acteur circulaire, c'est une évidence. Il a toute sa place, et c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs dans le patrimoine, si je peux dire, bâti, et en s'appuyant sur la capacité de réutilisation, ça doit être la pierre angulaire en fait des constructions vision économie circulaire. 3 axes pour opérer, si je puis dire. Un axe de formation qui est indispensable, un axe d'opération, c'est-à-dire accompagner les maîtrises d'ouvrage notamment, et l'axe innovation qui est important. Donc là, sur la slide suivante, les points sont un peu illustrés concrètement avec des initiatives. Aujourd'hui, on a également noué un partenariat avec le 3CA BTP et on va conduire une opération d'accompagnement d'un bac pro sur toute sa durée, donc pendant 2 ans. BP Maçon, mention, si je puis dire, économie circulaire. Donc on va revisiter toute la formation pour déjà acculturer l'ensemble des acteurs à ces sujets. Donc de mon point de vue, il faut à la fois former, bien évidemment en formation initiale, les jeunes qui sont à la fois les opérateurs de demain, mais également les dirigeants de demain dans nos métiers. Donc s'ils ne sont pas préparés, ouverts et eux-mêmes avec une appétence extrêmement forte à l'économie circulaire, on rate encore une période de temps où on va engranger encore du retard. Et il va falloir former, bien évidemment, les chefs d'entreprise, les comités de direction et les équipes de management pour que le lien se fasse parfaitement entre ces nouveaux entrants et les équipes en place. Donc cette initiative va démarrer en septembre. Sur les opérations, slide suivante, on a accompagné un certain nombre d'opérations. Là, ici, on prend celle qu'on accompagne actuellement sur Chartres. Elle est intéressante en fait parce qu'elle est dans la droite ligne du business model, si je puis dire, d'Agir, qui est de faire une démonstration. Donc on avait déjà accompagné le 11 avec le CERIB, avec le groupe Olympique, qui était une opération de 12 logements, et la maîtrise d'ouvrage, puisqu'elle a été convaincue qu'on a respecté en fait ces contraintes, si je puis dire, qui nous étaient données en début de projet, travailler ISOCU, maîtriser les délais. Nous, on fait valoir qu'il y a une plus-value immatérielle extrêmement forte dont bénéficie la maîtrise d'ouvrage, parce que les projecteurs se tournent vers la maîtrise d'ouvrage sur ce type d'opération, ce qui attire des clients. Donc, la maîtrise d'ouvrage en a été convaincue. Donc, on est parti sur une seconde opération de 36 logements. On a à peu près multiplié par 5 la surface de plancher. Et surtout, on multiplie à peu près par 2 le nombre d'items de l'économie circulaire qui sont intégrés dans les projets. Et il y a déjà une 3e opération en perspective avec cette maîtrise d'ouvrage. Et enfin, la nécessité dans le modèle de disséminer, c'est la slide suivante, et c'est ce que j'évoquais avec le partenariat USH. Donc là, on voit les différentes opérations qui sont en cours de discussion sur le territoire national. Donc, il y a une dissémination qui est en train de s'accélérer, et c'est bien aussi l'objectif d'Agir que de toucher le plus largement possible l'ensemble des territoires nationaux sur ces sujets de l'économie circulaire. Merci beaucoup Stéphane, c'est passionnant, on pourrait y passer des heures, on a déjà un peu débordé. C'est sûr. Il y a pas mal de questions dans le chat, je t'invite à y répondre en direct, enfin, dans les minutes qui suivent via le chat. Je propose qu'on enchaîne directement sur le reste de la présentation. Comme indiqué en début, bien sûr, cette présentation est disponible. Les coordonnées de Stéphane vous seront données aussi. Donc, je vous invite vraiment
à creuser le sujet d'Agir et de la dissémination qu'il offre au niveau des territoires. Merci encore Stéphane. Merci à vous, merci Thomas. Et à bientôt. Et je passe maintenant la parole à Christian Crémona qui est avec nous. Je vous ai vu arriver tout à l'heure, Christian. Est-ce que vous avez votre micro et votre caméra branchés? Caméra et micro branchés. Ben voilà, vous êtes avec nous. Bienvenue. Vous êtes directeur technique et de la R&D chez Bouygues Construction. Et on a le plaisir d'entendre de votre point de vue sur l'économie circulaire chez Bouygues Construction et de manière générale. Oui. La parole est à vous. Je pense que beaucoup de choses ont certainement été... je viens juste rejoindre la présentation. Je suis désolé, mais justement, je sortais d'une réunion d'un comité exécutif sur la stratégie carbone de Bouygues TP. Donc, comme quoi c'est un sujet qui est particulièrement important. Donc, je crois que c'est Lorraine qui a des questions et puis on va faire un jeu de questions-réponses, c'est ça? Tout à fait. Donc, le premier point qu'on avait à vous poser comme question, c'était de votre point de vue sur pourquoi l'économie circulaire et la mixité des matériaux est un enjeu et quel est votre constat finalement? Oui, alors bon, ce qu'il faut voir, mais je pense que ça a déjà été dit, c'est que on est quand même dans un contexte mondial où la population augmente et bien entendu l'étalement urbain. Ça entraîne une consommation croissante de ressources et une extraction de matières premières assez importante. On repose quand même, notre économie est quand même, bon, pas sur tous les secteurs, mais repose quand même beaucoup sur un modèle linéaire et donc qui est de toute façon fort consommateur de ressources et destructeur de milieux. Donc, on comprend bien qu'il faut changer de modèle et passer de ce modèle linéaire à un modèle circulaire et c'est un travail qui est engagé dans un grand groupe comme Bouygues Construction depuis plusieurs années et pour répondre quand même à 3 objectifs. Un objectif environnemental parce qu'on vit sur une planète finie et que nos activités entraînent quand même des dérèglements. Il y a quand même un enjeu business parce que vu au travers de nos expériences, on se retrouve quand même avec des clients qui sont très demandeurs et on peut avoir un impact financier qui peut être intéressant, qui n'est pas forcément, j'allais dire, toujours un surenrichissement du coût. Donc l'impact financier peut être intéressant. Et puis, de toute façon, on a un contexte réglementaire, notamment en France, qui, j'allais dire, nous oblige de nous positionner. Et quand on est obligé de se positionner, il est toujours mieux d'être en avance de phase que de suivre la caravane. Alors, c'est très bien parce que vous illustrez parfaitement les messages qu'a fait passer Stéphane juste avant vous, où il indiquait qu'il y avait justement pas forcément de surcoût, qu'il y avait une demande du marché et qu'il y avait aussi une nécessité pour les acteurs de s'y différencier. Oui, et puis je rajouterai un point supplémentaire. Un grand groupe comme le nôtre est assujetti aussi à des actionnaires qui sont aussi, j'allais dire, de plus en plus demandeurs, et notamment les actionnaires financiers. On s'aperçoit que sur des sujets notamment liés au béton, ils ont des idées très arrêtées sur. Donc ça nous oblige aussi à être proactifs. Très bien. Et donc, pour une entreprise comme Bouygues Construction, économie circulaire, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous la déclinez dans vos métiers? Là, ce qu'il faut bien voir, c'est que j'avais fait un petit schéma qui était un schéma avec les 7 dynamiques qui avaient été proposées par l'ADEME. Ce qu'il faut bien voir, c'est que donc l'économie circulaire, c'est une remise en question, bien entendu, du modèle linéaire, et donc ça oblige à adopter un modèle qui va préserver les ressources, le foncier et le bien-être. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on applique des grands principes, et notamment les 7 dynamiques qui sont ici dans les pétales 1, 2, 3, 4, 5, en fait, on peut les appliquer
à peu près à toutes les phases de cycle de vie d'un projet. Alors, je rappelle que ça peut être l'optimisation du bâti existant, ça peut être une économie de la fonctionnalité, une écologie industrielle et territoriale, cela a été cité. On verra que c'est particulièrement important. On peut aussi allonger la durée de vie des produits, on peut faire de l'éco-conception. Ça, je pense que c'est encore pas suffisamment développé. Et puis, on peut réfléchir à l'approvisionnement durable des flux de matière. Et le recyclage, enfin, est vraiment un des enjeux. Et ça a été dit, hein, le but, c'est d'utiliser le bon matériau au bon endroit. Hein, et je souscris pleinement à ce qui est habituellement dit sur le sujet. Et j'imagine que c'est autant d'offres et de compétences que vous développez en interne, du coup. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des structures. Alors, dans un groupe comme le nôtre, il y a des équipes qui sont des équipes centrales, et puis ensuite, il y a forcément des équipes territoriales qui doivent porter, décliner au niveau de leur territoire ces différents concepts. Très bien, un petit mot sur le cadre réglementaire quand même. Alors, le cadre réglementaire, bon, là, ceci vous est précisé. Bon, on peut dire, enfin, on peut dater finalement les premiers éléments de l'économie circulaire avec le Grenelle de l'environnement. Je pense que on n'en parle plus beaucoup du Grenelle de l'environnement, si ce n'est parfois un peu pour le critiquer. Dans une vie passée, bon, je travaillais à ce moment-là au ministère de l'écologie, et je peux dire que quand même, avec le recul, beaucoup de choses peuvent être datées, ramenées en fait à cette période-là. D'ailleurs, on voit bien qu'entre 2007 et 2015, on a assez peu évolué, j'allais dire, en France en termes de loi. Bon, 2015, c'est la loi Allure. Il y a 2014 et 2015 sur la loi Allure et la loi de transition énergétique. Et puis, il faut regarder 2020 pour avoir la loi anti-gaspi, la loi AGEC, où l'aspect d'économie circulaire est particulièrement développé. On a aussi un contexte européen qui pousse, d'ici 2050, à faire véritablement de l'économie circulaire un pilier de la neutralité carbone. Hein. Très bien. Et quel défi, finalement, ça implique pour vos métiers? Alors, bon, déjà, ce qui est… Alors, là, on a un diagramme, en fait, de challenge. Je reviendrai sur un exemple un peu plus tard, mais je pense que ça a été dit un petit peu tout à l'heure sur la partie granulat recyclé. C'est qu'il y a d'abord un diagnostic des ressources qui est important à avoir. Parce que d'abord, il faut connaître le gisement, il faut connaître les filières locales, identifier les acteurs qui pourront aider véritablement dans le cadre de l'économie circulaire. Il faut pouvoir avoir des équipes qui intègrent déjà dans leur conception ce réemploi. Bon, d'avoir des indicateurs, mais ça c'est très important. Et puis avoir des plateformes sur lesquelles on peut réellement travailler. L'exemple que je montrerai un peu plus tard, qui est celui de la Maillerie, a montré que finalement, tout ça était à faire. Et c'est d'autant plus important que c'est malheureusement au niveau local que ça doit être fait et que souvent, même dans des régions que l'on peut sentir comme motrices pour ce genre de développement, il y a beaucoup de vide dans la raquette. Donc les challenges, si on veut véritablement pousser l'économie circulaire sur un projet, il y a un investissement très important des équipes. Mais qui peut se répliquer sur d'autres projets ensuite, j'imagine. Oui, avec une déclinaison, l'aspect local fait que, j'allais dire, c'est pas du tout la même chose quand on fait un projet à Villeneuve-d'Ascq ou à Bayonne ou à Nice. On peut parler chiffres un peu en termes de potentiel de réduction de CO2 ou d'autres?
là, j'ai donné quelques exemples, hein, juste pour indiquer que, par exemple, sur le diagramme, là, on est sur un objet particulier qui est l'immobilier de bureau. Si on regarde le scope 3A, 3B, notamment 3A, on s'aperçoit qu'on peut quand même, on peut choisir des matériaux vertueux d'un point de vue carbone. On peut jouer sur l'allongement de la durée de vie et on peut réutiliser le réemploi, ce qui peut être, j'allais dire, une contribution assez importante quand on le voit sur ce camembert et qu'on exclut la phase d'exploitation, qui peut être assez importante. Donc, travailler sur le réemploi, ça peut être, j'allais dire, c'est en tout cas, j'allais dire, un ensemble d'actions sur lequel on travaille. On a signé un certain nombre de partenariats, j'en cite 2 ici, qui est Mobus et puis VK, où l'objectif est de réutiliser par exemple des dalles de faux plancher, les remettre à neuf, un peu comme ce que l'on peut faire aujourd'hui dans le reconditionnement de téléphones. Hein. Sur les menuiseries PVC, on peut retravailler sur le recyclage du plastique, on peut retravailler sur le recyclage du verre. Donc, tout ça, j'allais dire, peut d'abord faire une économie de ressources assez importante, un gain CO2 important, et finalement, bon là, j'ai pas donné d'ordre économique, mais finalement, avec quasiment, il y a quasiment pas de surcoût sur ce type d'opération. À partir du moment où on a la démarche et les plateformes qui vont bien. Très bien. On peut l'illustrer sur un exemple. Vous avez parlé de la mairie. Oui, moi je pense que c'est un très bon exemple, la mairie. C'est pas parce que c'est un exemple qui a été réalisé par Bouygues Bâtiment Nord-Est et puis par notre filiale d'aménagement Link City. La mairie, juste pour rappeler de quoi il s'agit, en fait, ce sont les anciens entrepôts des Trois Suisses à Roubaix. Donc, c'est une zone assez importante. Bon, c'est une friche industrielle et le client souhaitait tout raser pour reconstruire un écoquartier. Et on a essayé de démontrer auprès du client, c'est qu'il y avait la possibilité de conserver des structures, enfin en tout cas des éléments existants, notamment une partie de l'entrepôt qui va être conservée pour faire une zone de parking. Alors une zone de parking, de stationnement optimisée, parce qu'on a essayé de regarder quels étaient les besoins de stationnement pour les résidentiels, les besoins de stationnement pour les bureaux, puisqu'il y aura de toute façon des bureaux qui seront installés dans cette zone-là. Et donc, par une analyse un peu fine, on s'aperçoit qu'on peut combiner les deux et de ne pas avoir un nombre de places qui est trop important, comme on a un peu tendance à le faire. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est qu'on a démoli tout un ensemble de bâtiments et qu'il était important de réutiliser tous ces déchets de démolition et de le remettre dans le circuit. Donc on a signé par exemple un accord avec Ekiom pour que finalement les granulats, enfin en tout cas les déchets qui ont été extraits sur site, se traduisent par des gravailles, donc des granulats qu'on puisse remettre dans le circuit et que pour les bâtiments, enfin en tout cas les éléments en béton du site, eh bien au moins entre 20 et 30%, c'est du même ordre de grandeur que ce qui a été montré précédemment, soit réutilisé sur le chantier. Alors, comme on va extraire beaucoup plus que ce qu'on va consommer, puisque les normes nous limitent quand même dans un certain pourcentage d'utilisation de granulats recyclés, il nous faut ce partenariat avec Ekiom pour pouvoir justement exporter et faire en sorte que ces granulats recyclés servent à d'autres chantiers de la région. Donc, ça nécessite de mettre en place un partenariat. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que vous aviez sur le site des parquets en chaîne, des rayonnages, des éclairages, des miroirs,
des marches en bois, etc. Et tout ça a été... on a mobilisé toutes les ressources, toutes les plateformes locales, toutes les initiatives locales pour essayer de réutiliser tous ces matériaux et de faire en sorte qu'ils soient, qu'on puisse le retrouver dans des produits que vous et moi, on peut acheter. Et donc, on a signé des partenariats avec Target pour des planchers, etc. Donc, il y a eu une espèce de recyclage qui est quand même très important, qui va au-delà du simple béton que l'on va démolir, mais qui est du réemploi complet de tout ce qui était sur site au moment où on a investi la place pour faire cet écoquartier. Et bon, ce que je voudrais quand même dire une chose, c'est que, enfin, il a fallu quand même, bon, on a été bien entendu aidé par un consultant, mais la connaissance du gisement, déjà de savoir finalement ce qu'il y a dans ces anciens entrepôts, on s'aperçoit que c'est pas si évident que ça. Et d'ailleurs, ça peut créer de la pollution parfois quand on veut extraire un certain nombre, enfin recycler un certain nombre de matériaux. Donc il faut connaître le gisement, il faut connaître finalement ce qu'il y a, il faut connaître les filières locales et surtout d'avoir des filières locales qui aient les épaules suffisamment larges pour véritablement absorber les quantités de matériaux ou les quantités d'éléments que l'on veut recycler, d'avoir des plateformes sur lesquelles on peut stocker, parce que clairement, j'allais dire, quand on recycle du rayonnage, etc., eh bien, il faut avoir des plateformes de stockage, etc. Donc, en fait, c'est toute une organisation, toute une logistique à laquelle nos équipes ne sont pas forcément formées. Et donc, effectivement, c'est un surcoût, en tout cas pour un projet comme ça, mais c'est vraiment un enrichissement parce qu'en fait, on s'aperçoit que finalement, au lieu de tout démolir et de tout gérer comme de simples gravats, eh bien, on a essayé de sublimer tout ce que l'on pouvait extraire de ce site. Très bien, merci vraiment pour cette illustration, pour cet exemple qui illustre vraiment tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les composantes de nécessité de monter en compétence sur différents sujets, nécessité d'activer des partenariats sur du gros œuvre ou du second œuvre, y compris au-delà du périmètre du projet pour des questions de normes. Vraiment, merci encore. Je vous invite à rester et à répondre aux éventuelles questions et j'invite les participants à poser leurs questions sur le chat. Très riche comme exemple. Et on enchaîne sur la présentation suivante. Merci encore, Christian. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et on enchaîne maintenant. On a pris un peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, on avance avec Mohamed Boutouille, qui est directeur délégué et directeur de la recherche à l'SIITC de Caen. Je ne sais pas comment ça se prononce, à vous de nous dire. Allez-y, la parole est à vous. Très bien. Bien, enfin, je sais pas, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Donc, je vais faire cette présentation donc, à deux voix avec Mathieu Dufeu, donc, qui est adjoint à la direction déléguée. Et donc, je vais vous parler donc, de notre laboratoire de recherche, mais également à travers quelques projets, illustrer en fait le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Je dois partager ou... Je vous entends. Si vous pouvez partager, oui, allez-y. C'est aussi simple pour nous. Très bien. Je vais partager la présentation. Alors, celle-ci. C'est bon. C'est bon pour vous. Très bien. Donc voilà. Donc pour commencer. Peut-être donc vous présenter pardon, là du coup
Bon, vous présentez le laboratoire de recherche et donc l'école d'ingénieurs, donc l'USCT Sécan, donc qui est une école d'ingénieurs qui forme à la fois donc des ingénieurs pour la construction et également donc un laboratoire donc de recherche avec une thématique centrale sur les matériaux de la construction et dans lesquels on va élaborer et on va étudier, élaborer et mettre au point un certain nombre de matériaux qui vont des matériaux biosourcés jusqu'aux matériaux cimentaires, et bien dans le but d'étudier les performances bien entendu techniques, mais également diminuer, et donc c'est le sujet aussi aujourd'hui, l'impact environnemental. Donc avec différentes approches qui va de la microstructure jusqu'à l'étude des propriétés in situ et à l'échelle 1, et aussi avec un certain nombre d'applications aussi sur le terrain. Et on va retrouver aussi des thèmes un petit peu transversaux, donc tels que l'économie circulaire, la gestion durable des ressources, l'impact environnemental, les matériaux biosourcés, etc. Donc l'équipe est composée d'une vingtaine de chercheurs et d'enseignants-chercheurs donc sur ces thématiques-là, et donc avec des moyens techniques collaboratoires donc qui sont situés donc à Caen sur 1500 m², et en lien donc avec les compétences, et qui vont de la caractérisation des performances donc à l'échelle de l'échantillon jusqu'à, et donc ça c'est intéressant, jusqu'à l'étude des performances à l'échelle 1, et donc la fabrication et le prototypage à l'échelle 1, et l'étude de ces propriétés-là, notamment dans des chambres climatiques dans lesquelles on peut faire varier à la fois l'humidité et la température. Donc nous travaillons beaucoup donc à la fois sur le plan académique, donc avec des doctorants et des thèses pour développer là aussi des nouvelles connaissances, mais beaucoup aussi en projets collaboratifs avec notamment des entreprises et d'autres laboratoires de recherche, et qui sont illustrés ici. Et on va illustrer justement en fait le sujet d'aujourd'hui donc à travers deux projets. Donc je vais commencer par le premier, donc qui s'appelle le COBOGE, donc COB pour la Bauge. Donc c'est un projet européen Interreg, France, Manche, Angleterre, et donc qui regroupe donc des partenaires à la fois anglais et français, donc notamment l'université de Plymouth, nous-mêmes, le parc régional du Cotentin et du Bessin, l'association anglaise de la construction en terre l'université de Caen, et des architectes, donc Hudson Architectes. Donc tout ce monde est réuni pour promouvoir la Bauge, donc qui un type de construction en terre parmi d'autres. Donc on connaît peut-être beaucoup plus le pisé et l'adobe, et un peu moins la Bauge, donc qui est plus présente sur les territoires normands et bretons, et qui est plutôt un matériau, on va dire, ancestral, parce qu'on va retrouver beaucoup de fermes, notamment beaucoup de bâtiments agricoles, mais qui est présente aussi à travers des habitations, des performances techniques et hygrothermiques assez intéressantes. Et l'objectif de ce projet, c'est de rendre ce matériau, donc la Bauge, compatible avec les exigences et la réglementation actuelle. Regardez aussi le process de construction, parce qu'il est plutôt, on va dire, artisanal, si on regarde tel qu'il a été fait jusque-là. Et l'idée, c'était de moderniser ce matériau-là et de le rendre compatible, comme j'ai dit, avec la réglementation. Donc, ça va passer par plusieurs actions, notamment la mise au point de formulation
et de matériaux, alors c'est la slide suivante, au laboratoire et qui répondent aux exigences de base, notamment en termes structurels et en termes d'isolation. Donc nous avons étudié une vingtaine de formulations, une vingtaine de sols et de fibres. Alors j'ai oublié peut-être de dire que donc la bauge c'est tout simplement l'association donc de la terre et de fibres végétales, donc qui peuvent être des roseaux, du lin, de la paille et autres tels que peut être disponibles. Et donc nous avons travaillé sur des formulations au laboratoire qui répondaient à un cahier des charges technique. Et l'idée, et donc c'est en cours actuellement, et l'idée c'est d'aller vers l'échelle 1 et vers un prototypage avec la construction notamment de 2 unités pilotes, une en Normandie et une au sud de l'Angleterre, et derrière de suivre notamment à la fois les process de construction et également instrumenter ces unités-là par un ensemble de capteurs, et donc après derrière acquérir un certain nombre de données pour le suivi du comportement réel, et puis derrière avoir des recommandations à la fois au niveau de la construction elle-même, donc du process de construction avec la bauge, et également au niveau du comportement à la fois structurel et électrothermique de ces unités construites avec la bauge. Vous avez une illustration sur la slide. Donc c'est en cours de construction, nous sommes maintenant rendus, je crois, à la 5e levée. Et donc là, je vous ai illustré un petit peu les performances de la bauge, notamment pour ce qui est de la conductivité thermique. Ce projet de bauge a également un volet formation. Donc, parce que c'est une technique là aussi qui est ancestrale et pour laquelle on ne retrouve plus en fait de savoir-faire, que ce soit artisanal ou que ce soit au niveau des entreprises. Donc il y a un volet formation qui va du niveau pratiquement 1 jusqu'au niveau 5, jusqu'au niveau ingénieur, et dans lequel on va essayer de redonner ces lettres de noblesse à ce matériau-là. Et donc, on va continuer avec l'illustration du sujet de l'économie circulaire et la mixité de matériaux, donc avec un deuxième projet qui est également en cours. Et donc, je vais passer la parole à Mathieu Dufeu. Oui, bonjour. Donc, je continue. Donc, un autre projet qu'on a en cours à l'UCTC Caen. Il s'agit d'un projet pour le développement de produits préfabriqués en béton incorporant des granulats recyclés. Donc, on est en partenariat avec le CERIB, qui a été présenté tout à l'heure, et avec l'entreprise CMEG, qui est l'entreprise générale du bâtiment en Normandie. Et du coup, l'objectif du projet, c'est de développer des façades en béton préfa qui incorporent déjà des déchets de béton recyclé. Donc, vous pouvez voir à l'écran le processus de réalisation des différents éléments, notamment fabriqués. Le projet est subventionné par la région Normandie et l'ADEME notamment. Donc, vous pouvez voir à l'écran les différentes phases de réalisation du projet. Et maintenant, nous sommes à la dernière phase qui consiste à valider les formulations béton, et notamment avec l'objectif d'augmenter le taux d'incorporation de granulats recyclés à hauteur de 40 à 50% par rapport à des gravats classiques. Et suite à cette validation-là, via différents essais mécaniques, on a obtenu un nouveau projet, et l'objectif de ce projet-là est de réaliser un bâtiment témoin prototype avec le département du Calvados, soutenu par l'ADEME et un plan d'investissement d'avenir, qui est la réalisation d'un centre routier en béton préfabriqué à base de granulats recyclés. Donc ce projet-là sera réalisé de juillet 2021 à février 2024, avec notamment l'incorporation de capteurs et un côté smart pour suivre l'évolution du bâtiment dans le temps, et une ACV, analyse de cycle de vie. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Très bien, eh bien merci beaucoup Mathieu et Mohamed
Ahmed pour la présentation de ces deux projets. J'invite effectivement les uns et les autres à poser leurs questions dans le chat et puis vous restez avec nous suite à la session plénière. Merci encore. On passe au projet suivant maintenant qui est Mixed Terracing France. On va parler en anglais maintenant. France, are you with us? Yes, can you hear me? Yes, very well. On va parler formulation béton. So Franz will be presenting in English and we have French slides that will be showing. So it will be an interesting exercise. Go ahead, Franz. Okay, yes. Hello, everybody. Thank you very much for having me. Next slide, please. Our vision for mixed terracing is to be the standard software how in future new and more eco-friendly concrete and building materials will be found. Next slide, please. And as you probably all know, we're using a huge amount of concrete every year. Slide, please. And it's a growing market, as you all probably know, a huge market. Slide, please. And of course, there are some issues with CO2 in the concrete industry. Next slide, please. But as you all know, you are aware of it, and there is huge effort to tackle this challenge. And next slide, please. The 10 biggest companies in the sector are investing 1.5 billion every year to optimize the structure, to optimize the concrete formulas. Next slide. But that's one of the biggest issues. Finding new concrete mixtures is really time consuming and expensive. Next slide. Why? Because literally the process in finding new mixtures is done by hand. According to McKinsey, it's one of the least digitized industries in the world, but changing fast. And next slide. That's one of our solutions. Our solution, Mixed Terracing, is helping the industry finding more efficient concrete mixes faster. How do we do it? We developed our own algorithms. We have developed our own artificial intelligence to help you gain faster and speed up the development of new formulas of concrete. Next slide. What can we do for the industry? We can either optimize existing mixtures through optimization, or can find completely new material with completely new ingredients through our optimization, our AI software. Next slide, please. The typical customers of our software are universities, researchers who are researching in building new concrete materials. Of course, the big growing market of 3D printing of concrete, big construction companies, and as you all know, if you're producing concrete and cement, these are our typical customers. Next slide. So what can we, how can we help? We help through new formulation with less CO2. We help with new robust mixtures. That means the mixtures can withhold all the norms. And probably if you have some crazy ideas to really inject something new into the system, I say that the software can handle everything. If you can test it, you can put it into the system. Next slide. So we did some tests ourselves. We had two major concrete types I want to show you. One is wood fiber concrete, whereas we put 25% of recycled wood into it, and with 35 megapascal, not inflammable and still pourable. This was our first guess and try. Next slide. This is the cone, the test cone after it broke. You see the fibers in it. Next slide. And one interesting mixture in our point of view is a UHPC with airing crane. So it's normally something which is not going fit well together. But we did it, and we did it with 30% recycled aggregates of old UHPC, and we had a compressive strength north of 120 megapascal. So it was really huge success for our software. Next slide, please. Yes, that's the cone where you see the airing train. Next slide. And what we found out is that with our software, we can really validate the new mixtures 10 times faster than before.
we took 3 months to find the new concrete with the wood, and I think 2.5 months to find the UHPC with recycled materials. And next slide, of course, if you're 10 times faster, you save 90% of the cost in the development cycle, and you're really faster to market with your new products. Next slide. The software is sold software as a service. You can you can take any license if you want. We charge 500 euros per license per customer. And it turned out, next slide, that some customers want to develop special concrete mixtures. Then we have let's say a milestone payment system with 20% of the gained results, which we charge, but only if there is success. Next slide, please. The team is with a strong technical background from the universities in Austria. We have our sales head is Erwin Platz. He was head of Lafarge Austria many years ago, so he's helping us to gain share into the market. Next slide, please. Next slide, please. Yes, so we are new to the market this year. We have a good track record with 3 to 4 potential customers which are paying right now, and really big companies. Next slide, please. That's our road so far. We raised a seed round in December 2020. We started now with the commercialization. Strabag is one of the biggest companies we can mention, probably know, one of the biggest Austrian building companies. And right now we're going to the market and launching the product. Next slide, please. Yeah, that's from my side. Thank you very much for your attention. I will be in the chat room for questions, and don't hesitate to contact me. I'm really curious which use cases you want to solve with our software. Thank you very much. Thank you very much, Franz. We are very interested by the saving potential you are announcing. So yes. I hope you will have attention and questions. Thank you for being with us this morning. Thank you very much. On enchaîne maintenant, retour en français, Guillaume. Guillaume, donc, il travaille sur une plateforme en ligne qui permet de simplifier la commande de granulats, aussi bien sur les fournisseurs les plus proches, afin d'identifier, de limiter le coût carbone du transport. Guillaume? Merci Thomas. Parti. C'est parti. Alors bonjour, je m'appelle Guillaume Richer, je suis cofondateur de Rockies. On est la marketplace B2B pour la commande de granulats. Donc slide suivante. Juste rapidement un peu de contexte sur le secteur, des choses que vous savez sûrement déjà. Le secteur de la construction, c'est un secteur qui est très fragmenté, qui est très peu digitalisé, on en a parlé juste avant, et peu productif. Il y a vraiment beaucoup de temps qui est passé à des activités qui sont non productives et chronophages, qui induit un secteur peu productif par rapport à d'autres secteurs industriels. Donc, slide suivante. Et lorsqu'on parle du secteur du granulat directement, on voit que le process actuel de commande comporte de nombreuses étapes qui sont très chronophages et qui sont ni automatisées ni digitalisées. Et puis l'absence de centralisation de ces données-là, ça induit un fort manque de transparence qui est pourtant quand même nécessaire pour prendre des décisions pertinentes et efficaces. Du coup, next slide. Voilà, hop. La mission chez Rockies, c'est de rendre le secteur de la construction plus efficace et plus durable. Donc, slide suivante. Et comment nous allons faire ça? C'est en fait en proposant une solution digitale B2B pour commander efficacement des granulats pour tous ces sites. Donc, ça va permettre à nos utilisateurs de gagner du temps, de réduire ses coûts et d'optimiser la chaîne d'approvisionnement. Donc, slide suivante. Donc, comment on réalise ça? C'est en fait en fournissant une plateforme digitalisée, donc une marketplace B2B, pour commander des granulats sur tous ces chantiers. Ça permet, la solution est entièrement numérique, donc accessible à la fois sur le terrain et au bureau. Elle permet aux utilisateurs d'obtenir les meilleurs prix en quelques clics quand il en a besoin, et de faire des demandes de devis. Il peut choisir les meilleures offres du secteur, commander, faire du suivi de livraison, tout en lui offrant une expérience utilisateur supérieure à ce qu'il a actuellement. Donc le but, c'est réellement d'aller connecter l'ensemble des acteurs de la filière, qui sont les entreprises de construction, les producteurs et les plateformes de recyclage, et bien sûr les transporteurs. Slide suivante.
Niveau taille de marché, oui, c'est bon. Slide sur le marché. Donc le marché mondial du granulat, c'est 500 milliards dans le monde, seulement 30 milliards en Europe. Donc on a à peu près 3 milliards de tonnes qui sont produites par 26 000 carrières en Europe. Et si on parle de notre marché exploitable, donc ça va être juste la partie des matériaux de construction, les granulats qui sont utilisés pour les infrastructures. Donc c'est à peu près 40 à 50% du marché. Donc slide suivante. Donc notre modèle de rémunération, c'est un modèle de commission. Donc comme une marketplace, on va prendre un pourcentage sur les achats qui passent à travers notre plateforme. Donc on est sur une base de 5%, donc ça peut paraître beaucoup, mais elle est répartie sur l'ensemble des acteurs et le bénéfice qu'on apporte est souvent bien supérieur à cette marge-là. Aussi, on a d'autres types de revenus qui viennent via le SaaS, donc toute la partie logicielle qu'on va apporter de façon gratuite à l'ensemble du marché. Il y aura des fonctionnalités avancées comme une gestion de dispatch qui seront payantes sous forme d'abonnement mensuel. Donc, slide suivante. Donc, au niveau du marché, on voit que les majors du secteur actuellement créent leurs propres solutions digitales. On peut par exemple citer Cemex qui a créé Cemex Go. Donc, il y a un fort intérêt pour la digitalisation du secteur. Et on voit aussi apparaître des startups actuellement qui commencent à proposer des marketplaces avec une approche similaire, mais dans d'autres pays. Donc, on peut, par exemple, citer Stolfix en Allemagne ou Brocket aux États-Unis. Donc, il y a une appétence pour ce secteur-là, pour ces produits-là, et qui voient qu'on est en train de digitaliser la filière de plus en plus. Donc, next slide suivante. Donc, comment on va approcher le marché, comment on approche le marché? Nous, notre but, c'est également de renforcer les relations en réduisant les frictions existantes. Donc, grâce au digital, on veut apporter aux entreprises de construction une vision globale de la filière, de pouvoir acheter, encore une fois, le bon produit au bon endroit, mais aussi au bon moment. Donc, on va apporter, et puis tous les outils de suivi, et ainsi une uniformisation des données pour pouvoir remonter les informations qu'ils n'ont pas actuellement, comme par exemple les taux de revalorisation ou l'empreinte CO2 des approvisionnements. Pour les entreprises les productrices de matériaux et les plateformes de recyclage, nous, on va leur fournir des outils pour déployer des outils numériques qui leur permettent de réduire la friction, de se digitaliser de façon beaucoup moins coûteuse qu'actuellement et d'accéder à de nouveaux marchés. C'est-à-dire tout ce qui est chantier diffus, ils n'ont pas forcément une visibilité sur tous ces chantiers-là, mais grâce à la marketplace, on va pouvoir connecter facilement les entreprises qui ont besoin de matériaux avec ceux qui en produisent. Et enfin, sur la partie transport, et c'est là où tous les économies circulaires rentrent en jeu, on veut augmenter la productivité, donc diminuer le taux de retour à vide des camions en agrégeant les flux logistiques pour pouvoir les mettre, diminuer le taux de retour à vide, donc augmenter le double fret et favoriser l'économie circulaire. Donc un camion qui aujourd'hui travaille seulement pour une carrière va pouvoir aussi aller travailler entre chantiers, donc pouvoir évacuer des déblais forcément d'un site vers un autre, ou aller recharger les matériaux sur une autre plateforme de recyclage ou dans une autre carrière. Donc, slide suivante. Donc aujourd'hui, nous avons reçu, pour justement, avec la plateforme et le fait de pouvoir agréger tous ces flux logistiques dans le but de réduire l'empreinte carbone des approvisionnements de matériaux, on a reçu le label Solar Impulse qui récompense des solutions économiquement viables et aussi avec un impact écologique fort. Donc on est très fiers de ça. On a déjà lancé un prototype qui est utilisé par des clients sur un déploiement limité. Par exemple, on peut citer Vinci Énergie, les granulats du groupe CB ou Eurovia. Et on vient de recevoir du financement de Business Angel de 300 000 € de levée de fonds d'anciens de l'industrie comme Caterpillar, Liebherr ou Google. Slide suivante. Donc en termes d'équipe, nous sommes issus d'une équipe complémentaire. On est tous issus de l'industrie. Donc, je suis un ancien de Vinci. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour des entreprises, des startups du digital, des outils SaaS pour la construction et l'industrie du granulat. Et on est soutenu par des experts du secteur et des entrepreneurs pour nous aider à porter, à atteindre nos ambitions. Next slide.
Et notre stratégie est assez claire à long terme. On veut devenir vraiment la marketplace pour tous les matériaux de construction à l'échelle européenne. Donc, on a une vision sur quelques années, en ciblant d'abord les petites commandes de chantiers diffus qui sont pas rentables pour la plupart des acteurs, en proposant ensuite des outils SaaS à forte valeur ajoutée qui vont permettre de remonter de l'information pour les entreprises. Donc, ça peut être ou des outils qui vont permettre du dispatch que aujourd'hui n'ont pas accès réellement. Ensuite, en intégrant dans les ERP des clients pour faciliter les commandes. Et enfin, en étendant notre offre à d'autres types de produits. Donc là, on peut par exemple prendre le béton prêt à l'emploi ou le bois, par exemple. Et enfin, à s'étendre de nouveaux marchés en Europe et voire en Afrique. Et dernière slide. Voilà, donc let's rock and roll. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai là pour y répondre. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Il y a effectivement déjà des questions dans le chat, donc je t'invite à y répondre. Et on te retrouve tout à l'heure dans la partie Coffee Room. Merci beaucoup. Super, merci. Et on enchaîne maintenant avec la dernière solution présentée aujourd'hui, Upcyclea. Eric, je vous invite à mettre votre micro. On ne vous entend pas. Vous êtes encore en muet, Eric. Ok. Là, c'est bon, on vous entend. Eh bien, écoutez, allez-y. Ok, super. Donc, merci à toutes et à tous. Moi, je suis Eric Alodi. Je suis le cofondateur, en fait, et le directeur général de Upcyclea, qui est un pionnier de l'économie circulaire depuis 2007. À l'époque, le terme n'existait pas encore, parce qu'on a introduit le Cradle to Cradle en France. Et en 2016, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait digitaliser, en fait, pour que l'économie circulaire devienne une réalité. Donc, on a créé un logiciel de gestion circulaire des ressources pour le bâtiment, mais aussi pour les territoires, qui s'appelle Upcyclea, qui s'appuie sur des banques de données qui sont renseignés notamment par les fabricants, y compris les fabricants du béton, et on les accompagne pour faire de la customisation, tous ces fabricants-là, et tous ces acteurs, que ce soit les foncières ou les bailleurs, pour créer des écosystèmes de valorisation de leurs ressources par le réemploi ou l'upcyclage. Puisque le but, finalement, c'est de passer d'un bâtiment qui est source de déchets très majoritairement et source de coûts pour le propriétaire, un petit peu comme quand vous revendez une voiture usagée, vous l'avez bien entretenue, parce qu'on fait la gestion de la ressource, en fait, récupérer cette valeur économique résiduelle à travers un nouveau métier qui émerge, qui s'appelle le resource manager, comme on a des festi managers, il y a des ressources managers, et parce qu'on gère les ressources, en fait, qu'elles sont caractérisées, qu'elles sont gérées, on est capable de les réintégrer dans les cycles biologiques ou techniques pour faire du réemploi, pour faire de l'upcyclage ou du recyclage. Donc la digitalisation, c'est la clé. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle réemploi, c'est du 0+, du 0-. En gros, c'est pas source de modèle économique positif. Tout le monde s'en rend compte. On font des petites histoires, mais c'est pas très sérieux d'un point de vue industrialisation. Donc il faut digitaliser pour partir du diagnostic PMD qui devient réglementaire pour les constructions anciennes, enfin, pour la déconstruction à partir de ce mois de juillet, jusqu'à l'exploitation, et ensuite organiser les vies suivantes. Donc il faut en fait avoir des nomenclatures partagées, des systèmes en fait qui permettent de pouvoir, quand on fait un jack PMD, le digitaliser, de voir comment partir de ça on peut réemployer, le compléter de matériaux neufs, calculer des fonctions de type performance environnementale du bâtiment parce qu'on a de la data, et ensuite en fait faire du management et puis la gestion en exploitation en écosystème de ressources usagées. Donc la base de tout ça, c'est la data. Donc les fabricants ont des comptes gratuits qui leur permettent de créer des passeports circulaires pour tous leurs produits, pour toute leur gamme de produits. On a beaucoup de produits de fabricants du béton, en fait, des Cemex, des Holcim, etc., qui sont présents. On a même des passeports génériques, en fait, qui sont moins précis, pas des produits catalogues, mais qui permettent de faciliter le diagnostic PMD. Et voilà, vous avez des exemples de ce qu'on trouve en fait dans ce portail disponible pour tous. Et vous pouvez vous ouvrir un compte en ligne sur upcyclea.cloud et vous avez en fait voilà des différents fabricants qui, à travers ces comptes, ont décrit les passeports circulaires de leur béton, de leurs produits. C'est pas que du béton, c'est tout type de produit, évidemment. Et nous, on fait de la vérification et on valide en fait en fonction des preuves qui sont apportées, qu'ils ont pu obtenir par ailleurs sur d'autres certifications, si en fait c'est non toxique, circulaire, l'empreinte carbone, l'impact social, l'impact sur l'eau. Et à travers ces comptes-là, ils peuvent décrire la composition de leurs produits, donner les empreintes carbone, les empreintes énergétiques, la part de recyclé, les prochaines vies. Donc ça permet finalement, au niveau de la construction, de choisir les meilleurs bétons, par exemple, ou les meilleurs ciments possibles. Quand on fait le jack PMD, qu'on est sur des vieux bâtiments, on récupère aujourd'hui beaucoup de béton. C'est là, en fait, on utilise la plateforme. Enfin, beaucoup de nos partenaires diagnostiqueurs, en fait, utilisent la plateforme pour, à partir des passeports, des identifiants de passeports qui sont associés aux produits qui vont identifiés sur le terrain et grâce à des carottages, les caractériser, importer ça
dans la plateforme pour avoir des gisements bien caractérisés avec des données, on va dire, de cette qui contiennent une nomenclature universelle, qui permettent justement de pouvoir ensuite, en donnant accès à ces informations-là des maîtres d'ouvrage, de savoir en fait, ou à des fabricants, pour du réemploi ou pour du recyclage, de savoir si tel gisement m'intéresse parce que je voudrais éventuellement récupérer ce granulat après telle transformation pour pouvoir l'intégrer dans mon centrale de béton. On utilise pour ça un module de gestion d'écosystème qui s'appuie grâce aux données qu'on a sur l'IA et on mesure, parce qu'on a encore de la donnée, des indicateurs de circularité, de réemploi, de carbonivité, etc. Quand on construit un bâtiment, parce qu'on était dans la déconstruction, quand on construit un bâtiment, on va construire un bâtiment qui va être le plus possible banque de matériaux, puisqu'en fait, c'est littéralement, les matériaux en fait ont un coût qu'on voudra récupérer en fin d'usage. Alors évidemment, pour le béton, c'est plus long terme. Pour tous les autres bâtiments, tous les autres produits, toute seconde œuvre et autres, en fait, là, on récupère plus rapidement la valeur économique résiduelle. Mais aujourd'hui, on a mis en place avec nos partenaires en fait des systèmes vraiment d'upcyclage du béton qui est source de revenus. Je donnerai un exemple tout à l'heure en fait pour le béton upcyclé. À condition qu'ils soient caractérisés. Donc, ces nouveaux bâtiments ont des passeports circulaires qui caractérisent ce qu'on a vu, que ce soit donc du béton ou autre chose. On utilise beaucoup des produits Cradle qui sont conçus en fait dans cette optique-là. Et derrière, on livre en fait tout ce gisement de produits digitalisés, caractérisés et livrés au client final, donc au propriétaire, donc sous la forme d'une banque digitale qui lui permettra en fait de matériaux, qui lui permettra du coup de pouvoir donc exploiter, faire vivre son bâtiment à partir d'exploitation. On est synchronisé avec le BIM puisque chaque passeport circulaire en fait a un identifiant unique, donc on peut synchroniser en fait avec un objet BIM d'une maquette d'exécution type Revit, ou également avec des outils qui sont BIM exploitation comme WizCAD, ce qui permet en fait à partir du moment où on a synchronisé les deux bases, parce que dans la base de la maquette BIM on a l'identifiant du passeport, on peut faire automatiquement des exports-imports pour générer en fait les gisements, intégrer les gisements dans MyPsycléa et calculer ce qu'on appelle la signature circulaire du bâtiment ou du parc immobilier, qui consiste en fait à l'empreinte CO2, le taux de non-toxicité, le degré de circularité ou le réemploi, et même la valeur économique résiduelle des produits, ce qui veut dire que selon les choix de produits que je fais et en fonction éventuellement leur démontabilité et leur degré d'usure donc en fin d'usage. Donc on peut déjà anticiper ces valeurs économiques résiduelles. On est en train de réintégrer ça d'ailleurs dans la valeur vénale des bâtiments. Donc ça c'est des choses en fait qui sont complètement automatisées à partir des gisements qui sont identifiés. Et quand on livre en fait un bâtiment donc à un propriétaire ou pendant la phase diagnostic PMD où on a des gisements qu'on souhaite donc valoriser, c'est là en fait où on va utiliser une approche qui est le changement de paradigme réel de l'économie circulaire. On ne va pas partir d'un tas de déchets, d'un sait rien et payer quelqu'un pour nous en débarrasser. On va partir de besoins en fait caractérisés, que ce soit des besoins en réemploi dans des constructions neuves, que ce soit des besoins en matières premières secondaires par les fabricants eux-mêmes, y compris les fabricants de béton ou de ciment. Donc on part de on a ces besoins-là qui sont caractérisés. C'est des bibliothèques en fait qui sont disponibles et qui peuvent être enrichies par les gens qui ont des besoins. Ça permet d'aller chercher automatiquement, en tout cas de faire des suggestions en fait de gisements qui sont disponibles en fait suite à des JAC PND ou des futures déconstructions, donc ce qui permet de faire du flux tendu, évite tout stockage, avec des opérateurs intermédiaires, les transformateurs, donc qui vont pouvoir déposer, peut-être massifier si c'est nécessaire, utiliser telle et telle machinerie en fait pour faire qu'on va récupérer du granulat du type 1 qu'on va pouvoir ensuite réintégrer dans la fabrication de béton en fait par rapport à un besoin qui aurait été exprimé. Donc c'est vraiment la digitalisation qui permet écosystème par écosystème, aussi automatiquement du coup de mesurer la part de déchets évités, le taux de CO2 en fait évité, et puis le bilan économique, puisque nous qui sommes en fait pionniers dans l'économie circulaire depuis fort longtemps, on peut affirmer qu'il n'y a pas d'économie circulaire, c'est pas de modèle économique positif rentable. Et ça s'organise, vous l'avez vu, en fait, depuis l'éco-conception par la caractérisation de ce qui est issu des diagnostics ou dans la construction du bâtiment, et ensuite, en fait, dans l'exploitation effective du bâtiment par ce nouveau métier de ressources manager qui est en train de se déployer en France. Dernier slide pour vous dire en fait que oui, il y a de la plus-value qui peut être générée. Par le fait d'upcycler le béton. Je donne juste un exemple en fait parmi les nombreuses actions que l'on mène. Par exemple la Halébert en fait d'espace ferroviaire dans Paris en fait qui a déconstruit pour construire un écoquartier en fait des vieilles halles ferroviaires. Donc vous voyez en fait ça rapporte pas mal d'argent, 13 000 tonnes de béton. Donc quand on regarde les coûts d'enfouissement évités, puis ça coûte cher. Quand on rajoute évidemment le coût de traitement sur place, puisqu'il faut des machines en fait spécifiques, et quand on regarde ce qu'on peut effectivement générer
donc de valeur nette, en fait, par exemple, par le cyclage des granulats, et en général, on commercialise in fine au moins un tiers de ces granulats, ben, ça nous fait en fait une valeur ajoutée de 85 000 €. Et ça, cette valeur-là, elle est pour le propriétaire en fait de ces ressources-là. Et donc, au lieu que ce soit source de gravats et de déchets qu'on va au mieux enfouir en fait ou utiliser en sous-couche routière, on peut en fait récupérer de la valeur grâce à ces écosystèmes dont je vous parlais et qui sont matérialisés sous l'audio. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on accompagne à peu près 500 000 m² de bâtiments en France. On se développe aussi beaucoup en Espagne et dans le Benelux. Et je ne voulais pas pitcher en fait pour une levée de fonds. Je voulais surtout vous dire en fait qu'il y a un outil extraordinaire qui existe. Il est à votre disposition pour créer de la valeur plutôt que des déchets. Merci. Merci beaucoup, Eric. Ça illustre effectivement très bien les autres présentations qu'on a eues aujourd'hui et ça démontre à quel point le digital est nécessaire pour progresser dans cette voie. Donc, merci à tous pour la présentation d'aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver les 4 solutions présentées aujourd'hui dans les salles dédiées. Un petit rappel d'agenda. En septembre, on se retrouve sur une nouvelle session sur l'ingénierie bas carbone. Puis en novembre sur l'industrialisation du chantier et la construction hors site. Voici les liens pour retrouver les entreprises. Vous avez par ailleurs normalement tous reçu à 10h18 un email dans lequel vous avez un bouton qui vous permet de cliquer directement. Il faudra au préalable vous déconnecter de ce Teams actuel pour pouvoir vous reconnecter sur le nouveau lien. On a fini, on a pris un petit peu plus de temps que d'habitude parce que c'est un sujet très riche. Je vous remercie à tous, à nouveau, à tous les intervenants d'avoir partagé. Merci. Et à tous les participants d'être restés fidèles avec nous. Au plaisir de vous retrouver très bientôt et à tout de suite pour ceux qui se retrouvent dans les meeting rooms. Merci encore. Bonne journée à tous.